Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 2 octobre 2020, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot. Aujourd'hui, j'aurais pu vous parler d'Hiroki Sakai, dont le démenti hier soir concernant les accusations de racisme dont il aurait été victime de la part de Neymar, mais finalement à ne plus rien y comprendre. Ou alors j'ai peur de comprendre que son club s'est servi de lui. Enfin bon, j'aurais pu vous parler aussi de Didier Deschamps, qui accorde une nouvelle fois sa confiance à la jeunesse en équipe de France. Ou j'aurais pu vous parler de l'AS Saint-Etienne, qui vend finalement à merveille ses jeunes. Et de William Saliba qui pourrait faire son retour en Ligue 1 après n'avoir joué qu'un seul match à Arsenal depuis son transfert il y a 1 an. On aurait pu aussi parler du Stade Rennais qui est décidément sur tous les bons coups. Mais on va plutôt passer un vendredi calme. Et parler tirages au sort européens et de ce qu'il faut en retenir. En Ligue des Champions d'abord, groupe difficile pour l'Olympique de Marseille qui était chapeau 4. Ce sera Manchester City, Porto et l'Olympiakos. Les retrouvailles entre André Villas-Boas et son club de cœur, Porto. Le retour de Mathieu Valbuena et de Benjamin Mendy au Vélodrome. Alors bien sûr, Marseille a le droit de rêver, mais j'ai pu lire quelques réactions hier sur les réseaux sociaux de supporters marseillais qui estimaient que c'était un tirage clément, en prenant notamment l'exemple de Lyon qui a battu cet été City et la Juve. Ce groupe, ça va. Bah non, ça va pas. Quand on galère à arracher le point du nul face à Metz, ça va pas trop. Pas simple non plus pour la première qualif historique du Stade Rennais. Ce sera Séville, Chelsea et le Krasnodar de Rémi Cabella. Alors je vous vois venir, ce ne sont pas les adversaires les plus clinquants, mais ce sont, en tout cas pour les Anglais et les Espagnols, deux grands habitués de la compétition. Quelques semaines après son départ, Edouard Mendy va retrouver le Roison Park et ses anciens coéquipiers, en espérant quand même que les Rennais sortent du chapeau une petite clause qui interdit aux Blues de l'aligner contre eux. Et dans ce cas, ce sera Kepa dans les cages de Chelsea. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Les retrouvailles aussi du Stade Rennais avec l'enfant prodigue, Joris Niagnon, qui évolue aujourd'hui, je vous le rappelle, à Séville. Comme le disait Rizza. On s'est manqué. Des retrouvailles aussi pour Paris avec Manchester United et le RB Leipzig. Petite nouveauté, c'est l'Istanbul Başakşehir que le PSG n'a encore jamais affronté sur la scène européenne. Başakşehir avec deux anciens de la Ligue 1, Enzo Crivelli, et un certain Dembaba qui avait fait tant de mal à l'époque à Paris il y a 6 ans sous les couleurs de Chelsea. Du côté de Leipzig, on attend aussi ses retrouvailles avec les Parisiens. Nous avons un compte à régler avec le PSG. Voilà ce qu'a déclaré hier Markus Krösche, le directeur sportif du club allemand. Ce groupe H est donc définitivement le groupe des retrouvailles. Et puis c'est pas du foot français, mais pour notre plus grand bonheur, on va assister aux grandes retrouvailles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui vont s'affronter pour la première fois en phase de groupe. Avec la Juve et le Barça, les deux monstres vont se battre pour la première place du groupe G et peut-être pour la dernière fois de leur carrière. En Europa League, dont le tirage au sort avait lieu ce midi, nos deux clubs français engagés sont fixés sur leur sort. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ancien défenseur de la Juve, Ciro Ferrara, a eu la main lourde pour le LOSC, qui tombe sur un groupe H très difficile avec l'AC Milan, le Celtic Glasgow. Mais les hommes de Christophe Galtier devront aussi se méfier du Sparta Prague. Des déplacements très sympas d'habitude dans des stades bouillants. Dommage que cette saison, il n'y ait pas de supporters. Et pour l'OGC Nice, eh bien, ça risque également d'être compliqué. Le Bayer Leverkusen sera l'adversaire le plus coriace de leur groupe, mais il y aura aussi le Slavia Prague, équipe rompue aux joutes européennes. 4e équipe de ce groupe, c'est l'Hapoel Beersheva, un club israélien. Allez, on passe à notre focus sur l'affiche de la soirée. En ouverture de la 6e journée, le Paris Saint-Germain reçoit ce soir Angers au Parc des Princes. L'occasion pour Paris d'enchaîner et de montrer que sa saison en Ligue 1 est bel et bien lancée. Les Parisiens pourront compter sur la présence de Neymar. Touché à un mollet dimanche dernier à Reims, le Brésilien qui n'a pas été sanctionné lors de son passage devant la commission de discipline devrait être titulaire. Retour dans le groupe parisien d'Idrissa Gueye aussi, touché à une cheville contre Nice il y a 15 jours. Le milieu parisien va mieux. Il est dans le groupe de Thomas Tuchel. D'ailleurs, pour ce rendez-vous, le coach parisien devrait aligner son 4-3-3 au sein duquel donc Keylor Navas devrait prendre place dans les cages. En défense, comme face à Nice ou face à Metz, Mitchell Bakker devrait profiter de la blessure au genou de Juan Bernat et de la suspension de Layvin Kurzawa pour démarrer titulaire sur le côté gauche. À ses côtés, Kimpembe, Marquinhos et Florenzi côté droit.
Au milieu, Ander Herrera, Leandro Paredes et Marco Verratti se chargeront de l'entrejeu. Tandis que devant, pas de 4 fantastiques ce soir contre Angers, mais un trio offensif Neymar, Icardi, Mbappé pour faire sauter le verrou angevin. André Di Maria, suspendu pour 4 matchs, n'est donc pas là. Si vous l'avez sur MPG, c'est foutu. Neymar, lui, est à la poursuite de son premier but de la saison en Ligue 1. Et même si les victoires sont de retour à Paris, en interne, un sujet fait l'objet de toutes les crispations, c'est le mercato. Souvenez-vous de ce que disait déjà Thomas Tuchel la semaine dernière après Reims. J'essaie d'être confiant. Et j'essaie vraiment. Oui, je veux croire. Oh, vous savez bien que quelques joueurs on a perdu et voilà. On espère qu'on peut commencer ou on peut continuer la saison avec un groupe similaire. Mais c'est tard, c'est déjà tard. Eh bien, l'entraîneur parisien, visiblement agacé de la tournure des choses, en a remis une couche hier en conférence de presse. Estimez-vous aujourd'hui que votre effectif est moins fort que celui de la saison dernière ? Et si vous deviez recruter un joueur, quel profil recruteriez-vous ? Sûr, c'est la réalité parce que si c'est absolument nécessaire, à mon avis, qu'on peut dire, on peut dire ça. Oui, au moment, on n'a pas les mêmes qualités, on n'a pas les mêmes joueurs. C'est une réalité. Ça veut dire que maintenant, je vais perdre tout le match, ou je ne vais pas gagner, ou je vais laisser toutes les choses comme ça. Non, pas du tout. On va faire le plus possible, on va faire le travail de le meilleur niveau possible et on va jamais accepter des excuses, mais on va confronter nous avec la réalité qu'on a perdu des gars qui vous avez dit. Et on peut pas, peut-être si ça reste comme ça, on peut pas parler de même objectif ou demander. Peut-être on peut faire, oui, voilà, mais on ne peut pas demander la même chose avec une équipe réduite parce qu'on doit combattre, comme je dis, avec Liverpool, avec Man City, avec Atlético, avec Inter, qui sont très très forts sur le mercato. Et voilà. Le club sait bien quel joueur, quel profil on a besoin ou qu'est-ce que nous avait dit, quel résumé après la saison dernière. Et maintenant, on doit attendre. Alors, il faut dire qu'à part Florenzi et Alexandre Letellier, personne n'est arrivé à Paris. Paris qui a perdu quand même 9 joueurs, dont beaucoup partis au terme de leur contrat, donc libres. Je vous rappelle que le mercato se termine lundi minuit. De son côté, après la victoire renversante du SCO face à Brest le week-end dernier, eh bien Angers tentera quand même de mettre fin à une série de 5 défaites d'affilée en terre parisienne. On ne va pas à Paris en victime. Voilà ce qu'a déclaré le coach angevin Stéphane Moulin en conférence de presse. Moulin qui devrait ce soir faire confiance à son 5-4-1 habituel. Paul Bernardoni dans les cages. Derrière donc une défense à 5 avec Ryan Aït-Nouri dont ça pourrait être le dernier match sous les couleurs du SCO puisqu'on apprend aujourd'hui qu'il devrait quitter la Ligue 1 à l'issue de ce match. Direction la Première Ligue ou la Liga. Ce sera Wolverhampton ou Valence. Au milieu, Lassana Koulibaly et Pierrick Capel, passeurs décisifs très bon la semaine dernière face à Brest, devrait être titulaire. Et enfin, devant, Angelo Fulgini, qui a prolongé il y a quelque temps, et Sada Thioub occuperont les couloirs et tenteront d'alimenter donc Stéphane Baoken, seul en pointe de l'attaque du SCO. 2 changements seulement finalement dans le 11 de départ angevin par rapport à la semaine dernière. Antonin Bobichon et Thomas Mangani démarreront sur le banc. Arrivé la semaine dernière de Lorient, c'est Jimmy Cabot qui pourrait lui passer une tête. Allez, on passe à la rencontre que vous devriez absolument regarder ce week-end. Chaque semaine, je vous conseille un match, celui que vous devriez absolument regarder en Ligue 1. Et l'affiche de cette 6e journée, eh bien c'est Bordeaux-Dijon. Ça fait pas rêver, hein. Et bien rendez-vous dimanche, 15h, au Matmut Atlantique. Pourquoi regarder ce match ? Je vais vous en donner toutes les raisons. Déjà parce que moins plus moins, ça fait plus. C'est mathématique. Ensuite, parce que 0 plus 0, c'est pas la tête à Toto, mais c'est la tête à Bordeaux. Et c'est le score habituel des Girondins au Matmut en ce début de saison, c'est un record d'ailleurs. Bordeaux, première équipe du championnat, a commencé sa saison par 3 matchs nuls 0-0. Alors dimanche, on espère voir des buts, surtout que Dijon n'a plus de gardien, donc c'est un peu l'occasion, messieurs, c'est le moment ou jamais.
Parce qu'on devrait assister à la première d'Anthony Raciopi en Ligue 1. Orphelin d'Alfred Gomis, Dijon devrait aligner son jeune gardien suisse de 21 ans. Débarqué à Dijon il y a à peine une semaine en provenance de l'OL, Raciopi a signé pour 4 ans à Dijon. Il a retrouvé Grégory Coupet, qu'il avait déjà entraîné dans son club formateur à Lyon. Parce qu'on va peut-être assister à la première victoire de Dijon en Ligue 1 cette saison. Parce qu'en cas de débâcle, sinon, à Bordeaux, ça pourrait bien être la dernière de Stéphane Jobard sur le banc du DFCO. La cote est à 1,50. Et enfin, parce que c'est le choc des vignerons. Bordeaux-Dijon, c'est le Vinico. Alors, qui a les meilleurs vins, la Gironde ou la Bourgogne? À consommer avec modération, bien sûr. Bon, j'espère vous avoir convaincu. Pas sûr. Bon, sinon, dimanche 13h, Montpellier reçoit Nîmes. C'est quand même le derby de cette 6e journée. Ce sera peut-être un peu mieux que Bordeaux-Dijon. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bon match ce soir, bon week-end. C'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve lundi.